C'était un mardi soir ordinaire dans notre appartement du 18e arrondissement de Paris. Le printemps commençait à peine à s'installer, et j'étais en train de réchauffer des restes de cassoulet quand ma mère est entrée dans la cuisine. Son visage semblait différent, plus dur qu'à l'accoutumée, ses lèvres pincées formant une ligne fine et déterminée. « Thomas, ta sœur Émilie emménage ici avec ses 3 enfants », m'a-t-elle annoncé sans préambule, évitant soigneusement mon regard. « Donc tu dois partir, espèce de parasite qui me pompe tout mon argent. » J'ai d'abord cru à une mauvaise plaisanterie. Ma mère avait parfois un humour caustique, mais là, ça dépassait les bornes. J'ai laissé échapper un rire nerveux. « Tu plaisantes, n'est-ce pas, maman ?» Son expression est restée figée. Au lieu de se radoucir, elle a croisé les bras et m'a fixé avec un rictus méprisant. « Non, Thomas. Je suis parfaitement sérieuse. » Le micro-ondes a sonné derrière moi, mais j'ai complètement oublié mon dîner. J'ai senti mon cœur battre plus fort, comme si je venais de monter 4 étages en courant. Cette femme, qui m'avait élevée seule après le départ de mon père pour Marseille il y a 15 ans, venait de me balancer ces mots comme si j'étais un vulgaire encombrant dont elle voulait se débarrasser. « Mais, j'ai payé la moitié du loyer le mois dernier quand tu as eu des problèmes avec la banque postale », ai-je protesté, essayant de garder une voix calme. « J'ai réparé la plomberie quand le voisin du dessus a inondé la salle de bain. Je fais les courses, je cuisine. » « Et alors ?» m'a-t-elle coupé sèchement. « Tu as 28 ans, Thomas. Tu devrais avoir ton propre appartement depuis longtemps, comme tous les garçons de ton âge. Regarde Jean-Philippe, le fils de Madame Moreau, il est directeur commercial maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Des petits boulots à droite à gauche. Tu n'as même pas fini tes études à la fac. » Chaque mot était comme un coup de poignard. Je n'avais pas terminé ma licence en lettres modernes, c'est vrai. Après la dépression qui m'avait frappé en 2e année, j'avais dû interrompre mes études. Je travaillais depuis comme serveur au Café des Artistes près de Montmartre, et je donnais occasionnellement des cours particuliers de français à des expatriés. Ce n'était pas la carrière dont j'avais rêvé, mais je me débrouillais et je contribuais aux dépenses du foyer. « Combien de temps j'ai ?» ai-je demandé finalement, la gorge serrée. « Émilie arrive samedi. Tu as 3 jours pour trouver où aller. » 3 jours. 72 heures pour trouver un logement à Paris, l'une des villes les plus chères du monde, avec mon salaire de serveur et sans garant. C'était impossible et elle le savait parfaitement. « Et tu ne peux pas faire ça, maman », ai-je dit, la voix tremblante malgré moi. « Et tu ne peux pas me mettre à la porte comme ça, sans préavis. »« C'est mon appartement », a-t-elle répliqué froidement. « J'y fais ce que je veux. Et franchement, Thomas, je suis fatiguée de te voir traîner ici jour après jour. Ta sœur a besoin d'aide, elle vient de se séparer de ce bon à rien de Raphaël. Les enfants ont besoin de stabilité. Et moi ? Je n'ai pas besoin de stabilité ? » Ma mère a soupiré, comme si ma question était d'une absurdité totale. « Et tu es un homme adulte. Débrouille-toi. » Elle est sortie de la cuisine sans un regard en arrière, me laissant seule avec mon assiette de cassoulet refroidi. Je me suis assis lentement sur la chaise en bois qui grinçait toujours, celle que j'avais réparée l'hiver dernier. L'appartement était silencieux, mais dans ma tête, c'était le chaos total. Cette nuit-là, j'ai à peine fermé l'œil. Allongée sur mon lit étroit, dans cette chambre que j'occupais depuis mon enfance, je fixais les ombres que les réverbères projetaient au plafond. Des questions tournaient en boucle dans mon esprit. Pourquoi ma mère était-elle si pressée de me remplacer ? Était-ce vraiment une question d'espace pour Émilie et ses enfants, ou y avait-il quelque chose de plus profond, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute ? Peut-être me détestait-elle depuis toujours, peut-être lui rappelais-je trop mon père. Je me suis levée vers 4 heures du matin et j'ai ouvert la fenêtre. La rue Saint-Rustique était déserte à cette heure, juste éclairée par les lampadaires aux lumières jaunâtres. Au loin, on apercevait la silhouette du Sacré-Cœur qui se détachait sur le ciel nocturne. J'aimais ce quartier, j'y avais grandi, j'y connaissais chaque ruelle, chaque commerce. L'idée de devoir partir me brisait le cœur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à envoyer des messages à tous mes amis, demandant si quelqu'un pouvait m'héberger temporairement. La plupart dormaient, bien sûr. Ceux qui ont répondu n'avaient pas de place ou vivaient en colocation dans des espaces déjà trop exigus.
Paris et son éternelle crise du logement. Vers 6 heures, épuisée mais incapable de dormir, je me suis douchée et habillée. Ma mère dormait encore quand je suis sortie silencieusement de l'appartement. J'avais besoin de marcher, de réfléchir, de respirer. Les rues commençaient à s'animer. Les boulangers ouvraient leurs boutiques, l'odeur du pain frais flottait dans l'air. J'ai acheté un café à emporter dans un petit kiosque et je me suis assis sur un banc face à la Seine. Le fleuve coulait paisiblement, indifférent à mes problèmes. Des pénichettes étaient amarrées le long des quais, leurs propriétaires encore endormis. J'ai soudain pensé que ces gens vivaient sur l'eau, libres, mobiles. Ils ne pouvaient pas être expulsés d'un jour à l'autre. C'est à ce moment précis, en regardant ces habitations flottantes, que j'ai compris que ma mère m'avait fait un cadeau sans le vouloir. Elle venait de me libérer. Plus besoin de supporter ses remarques acerbes, ses comparaisons constantes avec les autres, sa déception permanente face à ce que j'étais devenue. Une nouvelle vie commençait pour moi, qu'elle le veuille ou non. Je suis rentrée à l'appartement décidée à ne pas me laisser abattre. Ma mère était partie travailler à la mairie du 18e, où elle était secrétaire administrative depuis plus de 20 ans. J'avais la journée devant moi pour organiser mon départ. Mais pas comme elle l'avait prévu, comptant quand le soleil s'est finalement levé complètement sur Paris, ma décision était prise. Elle avait fait son choix, et je n'avais aucune raison de rester là où l'on ne voulait manifestement plus de moi. Mais au lieu de partir la tête basse, j'ai décidé de reprendre un peu le contrôle de la situation. J'ai appelé le café des artistes pour prévenir que je ne viendrais pas travailler aujourd'hui. Laurent, le patron, a soupiré mais n'a pas insisté quand je lui ai parlé de problèmes familiaux urgents. Il était habitué à mes absences occasionnelles, même si celles-ci arrivaient au pire moment, en pleine saison touristique. Ensuite, j'ai attendu que ma mère parte chercher Émilie et ses enfants à la gare de Lyon. Je savais qu'elle y serait vers midi, elle me l'avait dit la veille au soir, entre deux remarques désobligeantes sur mon incapacité à prendre ma vie en main. Dès que j'ai entendu la porte claquer, j'ai mis mon plan à exécution. J'ai d'abord appelé un serrurier de la rue Colinquincourt, un vieil homme bourru nommé Monsieur Lefort que je connaissais pour avoir parfois pris un verre avec son fils au bistrot du coin. Je lui ai expliqué que je devais changer les serrures de l'appartement en urgence, prétextant une tentative d'effraction. Il m'a dit qu'il passerait dans l'heure. Pendant ce temps, j'ai commencé à rassembler mes affaires. Je n'avais pas grand-chose, en réalité. Des vêtements, quelques livres, ma collection de Camus et de Sartre que j'avais constituée pendant mes années à la fac, mon vieil ordinateur portable, et une boîte contenant des photos et quelques souvenirs. Toute ma vie tenait dans 3 cartons et un sac de voyage. C'était à la fois déprimant et libérateur. Le serrurier est arrivé à 13h pile. Il a travaillé rapidement, sans poser de questions, remplaçant la serrure principale et installant un verrou supplémentaire. Quand il a terminé, il m'a remis 3 jeux de clés neuves. J'ai gardé le premier, glissé le deuxième dans une enveloppe, et laissé le troisième sur la table du salon avec un mot. « Et tu voulais que je parte. Je suis partie. Prends soin de toi. » J'ai hésité à écrire davantage, à exprimer toute la douleur et la colère qui bouillonnaient en moi, mais finalement, j'ai préféré la concision. À quoi bon s'étendre? Elle ne comprendrait pas, ou pire, elle s'en moquerait. J'ai déposé l'enveloppe contenant le deuxième jeu de clés chez Madame Bouvier, la concierge de l'immeuble. Cette femme au cœur d'or m'avait toujours témoigné de l'affection, contrairement à ma propre mère. Je lui ai expliqué brièvement la situation, sans entrer dans les détails. Elle m'a serré dans ses bras, ses yeux brillants de larmes. « Tu peux venir chez moi si tu n'as nulle part où aller, Thomas, m'a-t-elle proposé. J'ai refusé poliment. Sa loge était minuscule, à peine assez grande pour elle. Et puis, je ne voulais pas rester dans cet immeuble, où chaque couloir, chaque marche d'escalier me rappellerait ce que j'avais perdu. Je lui remettrai les clés quand elle reviendra, a promis Madame Bouvier. Mais elle ne mérite pas un fils comme toi. Ces mots m'ont réchauffé le cœur, même si je n'étais pas sûre qu'ils soient vrais. Peut-être que ma mère avait raison. Peut-être que j'étais vraiment un parasite, un homme de presque 30 ans incapable de voler de ses propres ailes. J'ai chargé mes cartons dans ma vieille Peugeot 205, cette voiture que j'avais achetée d'occasion avec mes premiers salaires et que ma mère trouvait indigne d'un adulte responsable. Le moteur a toussé avant de démarrer, comme toujours.
J'ai jeté un dernier regard à l'immeuble, à ses balcons fleuris, à ses volets bleus écaillés par le temps. 28 ans de ma vie entre ces murs. Et maintenant, plus rien. En quittant la rue, j'ai ressenti un étrange mélange d'émotions, douleur, colère, peur, mais aussi une forme de liberté inattendue. Pour la première fois depuis longtemps, je prenais une décision pour moi-même. Je ne savais pas où j'allais ni comment je m'en sortirais, mais je savais que je ne reviendrais pas. J'ai roulé sans but précis dans les rues de Paris, traversant le pont de l'Alma, longeant les quais de la rive gauche, montant jusqu'au boulevard Saint-Michel où j'avais passé tant de soirées avec mes camarades d'université. La ville semblait différente aujourd'hui, comme si je la découvrais avec des yeux neufs. Ou peut-être était-ce moi qui avais changé. Vers 16 heures, j'ai reçu le premier appel de ma mère. J'ai regardé son nom s'afficher sur l'écran de mon téléphone et j'ai laissé sonner. Puis un deuxième appel. Un troisième. Des messages vocaux que je n'ai pas écoutés. Des SMS que j'ai lus sans répondre. Où es-tu? Qu'est-ce que tu as fait à la serrure? Tu as perdu la tête ou quoi? Rappelle-moi immédiatement. J'ai éteint mon téléphone. Je n'étais pas prêt à l'affronter, pas encore. J'avais besoin de temps pour me calmer, pour réfléchir, pour digérer ce qui venait de se passer. J'ai continué à rouler jusqu'à la tombée de la nuit. Puis, ne sachant où aller, j'ai pris la direction de Saint-Ouen, en banlieue nord. Il y avait là-bas un petit hôtel bon marché où j'avais passé une nuit avec Claire, mon ex-petite amie, quand nous étions trop ivres pour rentrer chez nous après un concert opus. L'hôtel du marché n'avait rien de luxueux, mais c'était propre et peu coûteux. La réceptionniste, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux teints en roux, m'a reconnue. « Vous êtes déjà venu, non ?» a-t-elle demandé en me tendant la fiche d'enregistrement. « Oui, il y a quelques années. »« Vous êtes seule cette fois ?» J'ai hoché la tête en silence. Claire était partie vivre à Lyon pour son travail, et notre relation n'avait pas survécu à la distance. Encore une perte dans ma vie. J'ai payé pour 3 nuits d'avance et je suis montée dans ma chambre au 2e étage. Elle était simple, un lit, une armoire, une petite table mais propre. Le matelas était trop mou et sentait légèrement l'humidité, mais c'était mieux que rien. Par la fenêtre, on voyait les lumières de Paris qui scintillaient au loin. Si proches et pourtant si inaccessibles. Je me suis effondrée sur le lit, soudain conscient de l'énormité de ce que je venais de faire. J'avais changé les serrures de l'appartement de ma mère. Je l'avais laissée à la porte avec ma sœur et mes neveux. Elle allait être furieuse, peut-être même appeler la police. Mais une part de moi se réjouissait de cette petite vengeance. Pour une fois, c'était elle qui se retrouvait désemparée, pas moi. Cette nuit-là, j'ai dormi d'un sommeil lourd, sans rêve. Quand je me suis réveillée le lendemain, un rayon de soleil filtrait à travers les rideaux jaunis de la chambre d'hôtel. Pendant un instant, j'ai oublié où j'étais et ce qui s'était passé. Puis la réalité m'a frappé de plein fouet. J'ai rallumé mon téléphone. 27 appels manqués. 15 messages vocaux. Des dizaines de SMS. De ma mère, mais aussi d'Émilie, ma sœur, que je n'avais pas vue depuis des mois. Elle n'avait jamais été très proche de moi, préférant la compagnie de notre mère. Je n'ai écouté aucun message, lu aucun SMS. À quoi bon? Je connaissais déjà leur contenu. Reproches, menaces, colère. J'ai pris une douche dans la petite salle de bain commune du couloir, m'habillant rapidement pour éviter de croiser d'autres clients. Puis, je suis descendue prendre un café au bar de l'hôtel. La réceptionniste de la veille y servait aussi de serveuse. Bien dormi, m'a-t-elle demandé en posant une tasse devant moi. Comme un loir, ai-je menti. Vous restez longtemps? Je ne sais pas encore. Elle a hoché la tête sans insister, habituée sans doute aux réponses évasives des clients de passage. J'ai bu mon café en feuilletant un journal abandonné sur une table voisine. Les problèmes du monde me paraissaient soudain lointains, insignifiants comparés au chaos de ma propre existence. Après le petit déjeuner, j'ai appelé Laurent pour lui dire que je ne pourrais pas travailler dans les jours à venir. Cette fois, il n'a pas caché son mécontentement. Je ne peux pas garder un serveur qui disparaît sans prévenir, Thomas. J'ai un commerce à faire tourner. Je comprends. Je suis désolée. Tu peux passer chercher ta paye demain.
Après, ne compte plus sur moi. Il a raccroché sans me laisser le temps de répondre. Un emploi de perdu. Une raison de plus de me sentir comme l'échec que ma mère voyait en moi. Mais étrangement, au lieu de me déprimer, cette nouvelle perte m'a donné une détermination que je ne me connaissais pas. J'allais leur prouver à tous qu'ils avaient tort sur mon compte. Comptant, les jours suivants ont passé dans un étrange brouillard. Je suis restée dans ma chambre d'hôtel, sortant uniquement pour acheter des sandwichs à la boulangerie du coin ou pour me dégourdir les jambes autour du marché aux puces. J'avais éteint définitivement mon téléphone, incapable de supporter les appels incessants de ma famille. J'avais besoin de ce silence, de cette coupure nette avec mon ancienne vie. Le 3e jour, j'ai dû me rendre à l'évidence, je ne pouvais pas rester éternellement à l'hôtel du marché. Mon maigre budget fondait comme neige au soleil. Il me fallait un plan, et vite. Dans le hall de l'hôtel, j'ai repéré une affiche pour la médiathèque municipale de Saint-Ouen. Un endroit calme où je pourrais utiliser un ordinateur gratuitement pour chercher du travail et un logement. Je m'y suis rendue à pied, ma Peugeot sagement garée sur le parking de l'hôtel pour économiser de l'essence. La médiathèque François Mitterrand était un bâtiment moderne, tout en verre et en métal. À l'intérieur, l'air climatisé m'a fait du bien. C'était la fin juin, et Paris suffoquait sous une vague de chaleur précoce. J'ai demandé à accéder à un poste informatique, et une bibliothécaire souriante m'a guidée vers un espace rempli d'ordinateurs. J'ai commencé par mettre à jour mon CV. Serveur, aide-cuisinier, vendeur en librairie, assistant de professeur de français. Mes expériences professionnelles ressemblaient à un patchwork décousu, sans véritable fil conducteur. J'ai ajouté mes 2 années d'études en lettres modernes à la Sorbonne, même si je ne les avais pas terminées. Puis j'ai commencé à parcourir les sites d'offres d'emploi. La recherche s'est avérée décourageante. La plupart des postes exigeaient des diplômes que je n'avais pas, ou une expérience plus solide que la mienne. J'ai néanmoins envoyé une dizaine de candidatures pour des postes de serveur ou de barman. Avec l'été qui commençait, les établissements touristiques cherchaient du personnel saisonnier. Ce n'était pas idéal, mais c'était un début. Ensuite, j'ai cherché un logement. Et là, la réalité m'a frappé de plein fouet. Les loyers parisiens étaient tout simplement hors de ma portée. Même les studios minuscules dans les quartiers les moins prisés dépassaient largement mon budget. J'ai élargi ma recherche aux banlieues proches, puis de plus en plus loin, jusqu'à envisager des villes comme Meaux ou Melun. Les prix baissaient, mais restaient élevés. Et partout, on demandait des garanties que je ne pouvais pas fournir, fiches de paie stable, caution, garant. J'ai passé 3 heures devant l'écran, alternant entre espoir et désespoir. Quand la bibliothécaire est venue me prévenir que mon temps d'utilisation touchait à sa fin, j'avais les yeux rouges et le moral en berne. « Vous cherchez du travail ?» m'a-t-elle demandé gentiment en voyant mon écran. J'ai hoché la tête. « Et un logement aussi ?» ai-je ajouté avec un soupir. Elle a hésité un instant, puis s'est penchée vers moi. « Il y a une annonce qui vient d'être affichée sur notre tableau à l'entrée. Le bistrot des Puces cherche un serveur avec expérience. C'est à 2 pas d'ici. Et je crois qu'il y a une chambre à louer au-dessus du restaurant. Vous devriez aller voir, on ne sait jamais. » Cette femme ne le savait pas, mais elle venait peut-être de me sauver la vie. Je l'ai remerciée chaleureusement et je me suis précipitée vers la sortie, notant rapidement l'adresse du bistrot sur un bout de papier. Le bistrot des Puces était une institution du quartier, nichée entre 2 antiquaires de la rue des Rosiers. Sa devanture rouge défraîchie et ses tables en terrasse lui donnaient un air typiquement parisien. À l'intérieur, l'ambiance était chaleureuse, murs en bois sombre, comptoir en zinc patiné, photos jaunies de célébrités des années 60 accrochées au mur. Le patron, un homme corpulent d'une 60aine d'années nommé Gérard Lemoine, m'a accueilli avec méfiance lorsque je lui ai parlé de l'annonce. Il a examiné mon CV en silence, ses petites lunettes rondes perchées sur le bout de son nez. « Tu as travaillé au Café des Artistes ?» a-t-il finalement demandé. « Oui, pendant presque 2 ans. Je connais Laurent. Un bon gars, mais exigeant. Pourquoi tu as quitté son établissement ? » J'ai hésité. Mentir n'était pas une option, il suffisait qu'il appelle Laurent pour vérifier. Mais la vérité était complexe et peu flatteuse. « Des problèmes personnels » ai-je répondu vaguement.
J'ai dû partir précipitamment et je n'ai pas pu donner de préavis. Gérard a grogné, peu convaincu. Je n'aime pas les serveurs qui plantent leur patron sans prévenir. Je comprends. Mais je vous assure que c'était exceptionnel. Je suis fiable, travailleur, et j'ai vraiment besoin de ce job. Il m'a observé longuement, comme s'il essayait de lire en moi. Puis il a poussé un long soupir. D'accord. Et c'est d'une semaine. Si ça marche, on continue. Si tu me déçois, tu dégages. Compris? Compris. Merci beaucoup, monsieur le moine. Appelle-moi Gérard. Et tu commences demain, 10 heures. J'ai hoché la tête, soulagé d'avoir au moins résolu une partie de mes problèmes. Puis, prenant mon courage à deux mains, j'ai osé poser la question qui me brûlait les lèvres. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être une chambre à louer au-dessus du restaurant. Le visage de Gérard s'est assombri. Qui t'a dit ça? Une bibliothécaire de la médiathèque. Là, Sylvie. Elle parle trop, celle-là. Il a hésité, puis a ajouté, oui, il y a une chambre. Celle de mon fils. Il est parti vivre à Nantes il y a 6 mois. Mais je ne suis pas sûre de vouloir la louer à un inconnu. Je comprends. Mais je vous assure que je suis quelqu'un de sérieux. Je paierai d'avance, si vous voulez. Gérard a réfléchi un instant, se grattant la barbe grisonnante. Viens, je vais te la montrer. Nous avons monté un escalier étroit qui partait de l'arrière-cuisine. Au premier étage se trouvait l'appartement de Gérard, et au deuxième, dans les combles, une petite chambre mansardée avec une salle d'eau attenante. La pièce était simple mais propre, meublée d'un lit, d'une armoire et d'un bureau. Une petite fenêtre donnait sur la rue animée. On entendait les bruits du marché, les voix des vendeurs, le brouhaha des clients. Ce n'est pas le Ritz, a commenté Gérard. Et c'est bruyant le week-end. Mais c'est chauffé en hiver et il y a l'eau chaude. C'est parfait, ai-je dit, sincèrement ému par cette opportunité inespérée. Combien? Gérard a nommé un prix raisonnable, bien inférieur à ce que j'avais vu dans mes recherches. Il a ajouté qu'il déduirait une partie du loyer de mon salaire, ce qui simplifiait les choses pour moi qui n'avais pas de garantie à offrir. Marché conclu, ai-je dit en lui tendant la main. Nous avons convenu que je m'installerais le soir même. Je suis retournée à l'hôtel du marché pour récupérer mes affaires, le cœur plus léger. Pour la première fois depuis que ma mère m'avait mis à la porte, j'entrevoyais une lueur d'espoir. La réceptionniste m'a souri quand je lui ai annoncé que je partais. « Vous avez trouvé mieux ?» a-t-elle demandé. « Oui. Un emploi et un logement, tout près d'ici. » Chez Gérard Lemoine? J'ai acquiescé, surpris. Sylvie de la médiathèque est ma cousine, a-t-elle expliqué. Elle m'a appelé pour me dire qu'elle vous avait orienté vers le bistrot des Puces. Gérard est un ours mal léché, mais il a bon cœur. Vous serez bien chez lui. J'ai souri, touché par cette chaîne de solidarité qui s'était formée autour de moi. Saint-Ouen n'était peut-être pas Paris, mais les gens y semblaient plus chaleureux, plus prompts à s'entraider. Le soir même, j'étais installée dans ma nouvelle chambre. Mes maigres possessions n'avaient pas mis longtemps à trouver leur place. J'ai ouvert la fenêtre pour écouter les bruits de la rue qui s'apaisaient peu à peu. Les derniers marchands rangeaient leurs étals, les voitures klaxonnaient dans les embouteillages du soir, des éclats de rire s'échappaient du bistrot en dessous. Pour la première fois depuis des jours, j'ai rallumé mon téléphone. Les notifications ont explosé, appels, messages, emails. J'ai ignoré ceux de ma mère et de ma sœur, mais j'ai répondu à un message de Madame Bouvier, la concierge de mon ancien immeuble, qui s'inquiétait pour moi. Je l'ai rassurée, lui expliquant brièvement ma situation, la remerciant pour sa gentillesse. Puis j'ai éteint à nouveau mon téléphone et me suis allongée sur le lit. La journée avait été longue, riche en émotions. Demain, je commencerai mon nouveau travail. Une nouvelle vie s'ouvrait devant moi. Ce n'était pas celle que j'avais imaginée, mais c'était la mienne, enfin. Parasite, avait dit ma mère. Je lui prouverai qu'elle avait tort. Contente, 2 semaines s'étaient écoulées depuis mon départ précipité de l'appartement familial. Ma nouvelle routine s'était mise en place avec une facilité surprenante. Chaque matin, je descendais aider Gérard à préparer le bistrot avant l'ouverture.
Je nettoyais les tables, disposais les chaises en terrasse, essuyais les verres tandis qu'il préparait son fameux café et déballait les viennoiseries livrées par la boulangerie Moreau. Les clients du bistrot des Puces étaient un mélange éclectique, des antiquaires du marché, des habitués du quartier et des touristes à la recherche d'authenticité. J'apprenais à connaître les préférences de chacun, le café serré de Monsieur Fabre qui tenait la boutique de meubles anciens, le chocolat chaud de Madame Pelletier qui vendait des bijoux vintage, le verre de Côte du Rhône que Roland, un retraité, sirotait chaque après-midi en lisant son journal. Gérard semblait satisfait de mon travail. Au terme de ma semaine d'essai, il m'avait simplement dit « Tu peux rester », ce qui, venant de lui, équivalait à des félicitations enthousiastes. Il m'avait même confié la fermeture du bistrot certains soirs, preuve d'une confiance naissante. Ma chambre sous les toits était devenue mon refuge. J'y avais accroché quelques photos, installé mes livres sur le rebord de la fenêtre, et même récupéré une vieille radio dans la cave du bistrot. Le bruit du marché, qui m'avait d'abord semblé assourdissant, était maintenant une toile de fond rassurante, le pouls vivant d'un quartier qui ne s'arrêtait jamais vraiment. J'avais presque réussi à oublier mon ancienne vie quand les appels ont commencé. Ce mardi-là, je terminais mon service de midi quand mon téléphone, que j'avais fini par rallumer définitivement, s'est mis à vibrer dans ma poche. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran. J'ai hésité, le doigt suspendu au-dessus du bouton de rejet. Puis, mue par une curiosité que je ne pouvais réprimer, j'ai décroché sans parler. Thomas. La voix à l'autre bout du fil était méconnaissable. Brisée, tremblante. Thomas, c'est toi? Oui, ai-je répondu froidement. Oh mon Dieu, enfin. Elle a éclaté en sanglots. J'ai cru que tu étais mort, que tu avais fait une bêtise. J'ai même appelé la police, mais ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire avant 48 heures. J'ai gardé le silence, incapable de trouver les mots. Sa panique semblait sincère, mais après ce qu'elle m'avait fait, j'avais du mal à ressentir autre chose qu'une indifférence teintée de rancœur. Thomas, je t'en supplie, a-t-elle repris entre deux sanglots. Il faut que tu reviennes. C'est un cauchemar ici. Ta sœur, elle est impossible à vivre. Les enfants ont transformé l'appartement en champ de bataille. Ils ont cassé le vase de grand-mère, tu sais, celui que j'aimais tant. Et Émilie ne fait rien pour les calmer. Elle sort tous les soirs, me laissant seule avec eux. Je n'en peux plus. J'ai fermé les yeux, serrant le téléphone si fort que mes jointures ont blanchi. La femme qui m'avait traité de parasite, qui m'avait jeté dehors sans ménagement, me suppliait maintenant de revenir. Non pas parce qu'elle regrettait son geste ou parce qu'elle s'inquiétait pour moi, mais parce que sa décision avait eu des conséquences désagréables pour elle. Je ne peux pas, ai-je finalement répondu. J'ai un travail maintenant. Et un logement. Tu as trouvé du travail? Sa voix trahissait la surprise, comme si l'idée même que je puisse me débrouiller sans elle était inconcevable. Oui. Dans un bistrot à Saint-Ouen. Un bistrot? Le dédain était revenu, si vite. Tu vas passer ta vie à servir des cafés? C'est ça ton ambition? La colère a remplacé mon apathie en un instant. Mon ambition? Tu m'as mis à la porte du jour au lendemain. Tu m'as traité de parasite. Et maintenant tu me reproches mes choix? Tu n'as plus ce droit, maman. Plus jamais. Un silence lourd a suivi ma tirade. Puis sa voix est revenue, plus douce cette fois, presque suppliante. Je suis désolée, Thomas. Je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'étais stressée, inquiète pour Émilie et les enfants. Je regrette, vraiment. Tu me manques. La maison est vide sans toi. Ces excuses sonnaient faux, dictées par le désespoir plutôt que par un véritable remords. Je connaissais ma mère par cœur, cette capacité à se victimiser, à transformer ses torts en simples erreurs de jugement, à me faire douter de ma propre perception de la réalité. Il faut que je retourne travailler, ai-je dit, évitant soigneusement de répondre à ses supplications. Attends. Ne raccroche pas. S'il te plaît, viens au moins dîner un soir. Pour qu'on puisse parler. Je ferai ton plat préféré, des endives au jambon. Comme avant. Son invitation m'a pris au dépourvu. Une part de moi, l'enfant blessé qui cherchait encore désespérément l'approbation maternelle, voulait accepter.
Mais une autre par l'adulte qui commençait tout juste à se construire se méfiait de ce retour aux bonnes vieilles habitudes. Je réfléchirai, ai-je promis avant de raccrocher. J'ai rangé mon téléphone dans ma poche, l'esprit en ébullition. Gérard m'observait depuis le comptoir, essuyant mécaniquement un verre déjà sec. Des problèmes, a-t-il demandé quand nos regards se sont croisés. Ma mère, ai-je répondu laconiquement. Il a hoché la tête sans insister. C'était l'une des qualités que j'appréciais chez lui, cette capacité à respecter l'intimité des autres, à ne pas s'immiscer dans des histoires qui ne le concernaient pas. Les appels ont continué les jours suivants. Parfois ma mère, parfois Émilie. J'ai fini par bloquer le numéro de ma sœur, fatiguée de l'entendre me répéter que j'étais égoïste, que je devais penser à notre mère qui se tuait à la tâche pour nous. Mais je n'ai pas bloqué celui de ma mère. Quelque chose m'en empêchait, un mélange de curiosité morbide et d'attachement résiduel que je n'arrivais pas à extirper complètement. Un soir, après une journée particulièrement harassante au bistrot, un groupe de touristes américains avait occupé la terrasse pendant des heures, commandant peu et laissant un pourboire misérable. J'ai reçu un message vocal de ma mère qui a brisé mes dernières défenses. Sa voix était différente cette fois, dépourvue des intonations mélodramatiques habituelles. Elle semblait simplement fatiguée. Épuisée même. Thomas, c'est moi. Je ne sais même pas si tu écoutes encore mes messages. Émilie est partie chez son nouvel ami. Elle a pris les 2 aînés, mais elle a laissé le petit, Nathan. Il n'a que 4 ans, et il pleure tout le temps. Il veut sa maman. Je ne sais plus quoi faire. Je suis à bout. J'ai fait une erreur, Thomas. Une terrible erreur. Tu me manques. Ce message m'a hanté toute la nuit. J'imaginais ma mère, seule avec un enfant en pleurs, incapable de gérer la situation. J'imaginais le petit Nathan, perdu, abandonné par sa mère comme je l'avais été par la mienne. Cette pensée m'était insupportable. Le lendemain matin, j'ai demandé à Gérard si je pouvais prendre mon après-midi. Il a accepté sans poser de questions, se contentant de me rappeler que je devais être là pour le service du soir. Je me suis rendue à la gare RER de Saint-Ouen et j'ai pris la ligne 13 en direction de Paris. Le trajet m'a paru interminable, chaque station me rapprochant d'un passé que j'avais voulu fuir. À Montmartre, j'ai hésité à descendre du métro. J'avais encore le temps de faire demi-tour, de retourner à la sécurité de ma nouvelle vie. Mais l'image du petit Nathan m'a donné le courage de continuer. En sortant de la station, j'ai été frappée par la familiarité du quartier. Rien n'avait changé en 2 semaines, et pourtant tout me semblait différent. Je n'étais plus le même homme qui avait parcouru ces rues des milliers de fois. J'étais devenu quelqu'un d'autre, quelqu'un qui avait appris, douloureusement, à se tenir debout seul. En approchant de mon ancien immeuble, mon cœur s'est mis à battre plus fort. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Allais-je trouver ma mère effondrée, comme son message le suggérait? Ou était-ce encore une manipulation, un moyen de me faire revenir pour reprendre mon rôle de parasite utile? J'ai pris une profonde inspiration avant d'appuyer sur la sonnette. Quoi qu'il arrive derrière cette porte, j'étais prêt à l'affronter, comptant que j'ai dû sonner 3 fois avant d'entendre des pas traînant derrière la porte. Le verrou a cliqué, et le visage de ma mère est apparu dans l'entrebâillement. Je l'ai à peine reconnu. Ses cheveux, d'ordinaire teints et coiffés avec soin, pendaient ternes et gras. Des cernes violacées soulignaient ses yeux rougis. Elle portait un vieux jogging gris délavé, elle qui ne sortait jamais de sa chambre sans être présentable. Thomas. Son visage s'est illuminé d'espoir. Et tu es venu. J'ai hoché la tête, incapable de prononcer un mot. Elle a ouvert la porte en grand, révélant l'état de l'appartement. Le chaos régnait dans ce qui avait toujours été un intérieur impeccable. Des jouets jonchaient le sol, des assiettes sales s'empilaient sur la table basse, et une odeur de renfermé flottait dans l'air. « Entre, a-t-elle dit en s'effaçant pour me laisser passer. Nathan fait la sieste. Enfin, j'espère. Il ne dort pas bien. J'ai pénétré dans l'appartement avec précaution, comme si je craignais qu'un piège ne se referme sur moi. Les souvenirs affluaient des années de vie commune, des disputes, des moments de complicité, tout se mélangeait dans ma tête. Je me suis dirigé machinalement vers le salon. Sur le canapé, une couverture et un oreiller indiquaient que ma mère y dormait désormais.
Tu as cédé ta chambre à Nathan, ai-je demandé. Oui. Il a besoin d'un espace à lui, le pauvre petit. Ma mère s'est laissée tomber sur le canapé, soudain vieillie de 10 ans. Je suis restée debout, mal à l'aise. Où est Émilie? Partie. Avec Julien et Zoé. Elle dit qu'elle reviendra chercher Nathan quand elle sera installée. Ça fait 5 jours. J'ai secoué la tête, sidérée par l'irresponsabilité de ma sœur. Elle qui avait toujours été la préférée, la fille modèle, la réussite de la famille, abandonnait maintenant son plus jeune enfant pour suivre son nouveau compagnon. Tu as essayé de la contacter? Elle ne répond plus à mes appels. Elle envoie juste des SMS pour dire qu'elle va bien et qu'elle a besoin de temps. Comme si un enfant de 4 ans pouvait comprendre ça. Un silence pesant s'est installé. Je suis allée à la fenêtre, observant la rue en contrebas. Les mêmes voisins, les mêmes commerces, les mêmes bruits familiers. Et pourtant, tout semblait appartenir à une autre vie. Pourquoi tu m'as appelé, ai-je finalement demandé, me retournant vers elle. Tu aurais pu appeler une nounou, une aide à domicile, n'importe qui. Ma mère a baissé les yeux, ses doigts nerveux triturant un fil qui dépassait de sa manche. Parce que tu es mon fils, a-t-elle murmuré. Parce que j'ai eu tort. Parce que... Elle a été interrompue par des pleurs venant de ma chambre de ce qui avait été ma chambre. Nathan s'était réveillé. Ma mère a soupiré profondément, comme si se lever lui demandait un effort surhumain. Je vais y aller, ai-je dit, surpris par ma propre réaction. J'ai traversé le couloir et ouvert doucement la porte. Le petit garçon était assis sur le lit, ses joues baignées de larmes, serrant contre lui une peluche élimée. Ses cheveux blonds en bataille et ses grands yeux bleus rappelaient ceux d'Émilie au même âge. Il m'a regardé sans comprendre, puis a demandé d'une voix tremblante, « T'es qui, toi ?» « Je suis Thomas. Ton oncle. Le frère de ta maman. » Elle est où, maman? La question que je redoutais. Comment expliquer à un enfant de 4 ans que sa mère l'avait laissé pour suivre un homme? J'ai opté pour une demi-vérité. Elle a dû partir quelques jours. Mais elle reviendra te chercher. Tu promets? Je promets qu'on s'occupera bien de toi, en attendant. Ce n'était pas exactement ce qu'il demandait, mais c'était la seule promesse que je pouvais faire en toute honnêteté. Il a semblé s'en contenter, essuyant ses larmes d'un revers de main. J'ai faim, a-t-il déclaré. Je l'ai pris par la main et nous sommes retournés au salon. Ma mère nous a regardés avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Je vais préparer quelque chose à manger, ai-je annoncé en me dirigeant vers la cuisine. Celle-ci était dans un état déplorable. La vaisselle sale s'empilait dans l'évier, les placards étaient presque vides. J'ai trouvé des pâtes, un pot de sauce tomate et du fromage râpé. Un repas simple mais réconfortant. Pendant que les pâtes cuisaient, j'ai commencé à ranger la cuisine, par réflexe plus que par obligation. L'ordre m'avait toujours aidé à réfléchir. Et Dieu sait que j'avais besoin de réfléchir. Pourquoi étais-je revenue? Pour aider ma mère? Pour sauver ce petit garçon innocent? Ou simplement parce qu'une partie de moi n'avait jamais vraiment coupé le cordon, malgré la cruauté de son rejet? Quand j'ai servi les pâtes, Nathan s'est jeté dessus comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Ma mère, en revanche, n'a fait que picorer, son regard constamment fixé sur moi. « Tu as changé », a-t-elle finalement dit. 2 semaines dans la vraie vie, ça forge le caractère. Et tu m'en veux toujours. Ce n'était pas une question, mais une constatation. J'ai haussé les épaules. Je ne sais pas ce que je ressens exactement. De la colère, oui. De la tristesse aussi. Et de la pitié, peut-être. Le mot l'a fait tressaillir. La pitié était sans doute la dernière chose qu'elle voulait inspirer. Je n'ai jamais voulu te faire de mal, a-t-elle dit doucement. Je pensais, je ne sais pas ce que je pensais. Que tu rebondirais, que tu trouverais enfin ta voie. Que ce serait un électrochoc salutaire. Et tu m'as traité de parasite. J'étais en colère. J'ai dit des choses horribles. Je le regrette, Thomas. Plus que tu ne peux l'imaginer. J'ai regardé Nathan qui mangeait ses pâtes avec application, inconscient du drame qui se jouait autour de lui.
Ce petit être innocent n'avait rien demandé, et pourtant il se retrouvait au cœur d'une tempête familiale. Je ne suis pas revenu pour toi, ai-je dit finalement. Je suis revenu pour lui. Ma mère a accusé le coup, mais n'a pas protesté. Elle savait que c'était juste, que c'était mérité. Qu'est-ce que tu comptes faire, a-t-elle demandé. Je vais rester ici jusqu'à ce soir. Je vais t'aider à ranger un peu, à organiser les choses. Et puis je retournerai à Saint-Ouen. J'ai un travail, des responsabilités. Et Nathan? Je viendrai les week-ends, quand je ne travaille pas. Je t'aiderai à t'occuper de lui jusqu'à ce qu'Émilie revienne. Ou jusqu'à ce qu'on trouve une solution plus pérenne. Elle a hoché la tête, acceptant mes conditions sans discuter. J'étais stupéfait par ce revirement. Cette femme, qui m'avait toujours traité comme un enfant incapable, me parlait maintenant d'égal à égal, comme si elle reconnaissait enfin mon statut d'adulte. Nous avons passé l'après-midi à remettre l'appartement en ordre. J'ai fait plusieurs lessives, nettoyé la cuisine, rangé le salon. Nathan m'a aidé à sa façon, me suivant partout, me bombardant de questions sur ma vie, sur ce que je faisais quand j'étais pas là. Sa présence était étrangement apaisante, comme si son innocence agissait comme un tampon entre ma mère et moi, adoucissant nos interactions. À 17h, j'ai annoncé que je devais partir pour être à l'heure pour mon service du soir. Ma mère a pâli, visiblement paniquée à l'idée de se retrouver seule à nouveau avec Nathan. « Et tu reviendras ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « Samedi, ai-je promis. Et je téléphonerai demain pour voir comment ça se passe. » J'ai ébouriffé les cheveux de Nathan, qui jouait avec des cubes sur le tapis. « Là bientôt, champion. » Il m'a fait un grand sourire édenté, et mon cœur s'est serré. En quelques heures, ce petit bonhomme avait réussi à se frayer un chemin jusqu'à mon cœur. Sur le palier, ma mère m'a retenu par le bras. « Thomas, je voulais te dire. Tu as réussi. Tu t'en es sorti sans moi. Je suis fière de toi. » Ces mots, que j'avais tant espérés pendant des années, me paraissaient maintenant étrangement vides. Je n'avais plus besoin de sa validation pour savoir ce que je valais. C'était peut-être ça, la vraie indépendance. « Merci, ai-je répondu simplement. À samedi. Dans le métro qui me ramenait à Saint-Ouen, j'ai réfléchi à cette étrange journée. J'avais affronté mon passé, et je m'en étais sorti indemne. Plus fort, même. Ma mère n'était plus cette figure toute puissante qui pouvait me détruire d'un mot. Elle était juste une femme, avec ses faiblesses, ses erreurs, ses regrets. Et moi, je n'étais plus ce fils soumis qui cherchait désespérément son approbation. Nous étions devenus, en quelque sorte, des étrangers familiers. Je suis arrivé au bistrot des Puces juste à temps pour prendre mon service. Gérard m'a lancé un regard interrogateur que j'ai ignoré, me concentrant sur mon travail. Ce soir-là, en servant les clients, en plaisantant avec les habitués, en essuyant les verres, j'ai senti une étrange sérénité m'envahir. Comme si, en faisant la paix avec mon passé, j'avais enfin libéré mon présent. Contente de retour dans ma chambre mansardée ce soir-là, j'ai allumé la petite lampe posée sur mon bureau et j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer la brise légère du début d'été. Les bruits du quartier s'étaient apaisés, remplacés par le murmure distant de la ville qui ne dort jamais vraiment. C'était l'heure où Paris devenait plus intime, plus vrai, dépouillé de son agitation diurne. Je me suis assis sur le rebord de la fenêtre, une cigarette aux lèvres, une habitude que j'avais reprise depuis mon départ, malgré mes nombreuses tentatives d'arrêter par le passé. La fumée s'élevait en volutes bleuâtres dans la nuit, et avec elle, mes pensées tourbillonnaient librement. La journée avait été éprouvante. Revoir ma mère, découvrir ma sœur sous un jour nouveau, rencontrer mon neveu. Tant d'émotions contradictoires se bousculaient en moi. La colère était toujours là, tapie sous la surface, mais elle avait perdu de son intensité. Ce qui dominait maintenant, c'était un étrange sentiment de paix, pas le bonheur, non, quelque chose de plus profond, de plus durable. La certitude d'avoir fait le bon choix, d'avoir suivi mon propre chemin, même s'il n'était pas celui que j'avais imaginé. J'ai écrasé ma cigarette et suis allé chercher un cahier usagé que j'avais acheté dans une papeterie près du marché. Sur la première page, j'ai inscrit la date et j'ai commencé à écrire. Les mots sont venus facilement, se déversant sur le papier comme un torrent trop longtemps contenu.
Aujourd'hui, j'ai revu ma mère pour la première fois depuis qu'elle m'a mis à la porte. Je croyais la haïr, mais en la voyant si diminuée, si vulnérable, j'ai réalisé que la haine demande trop d'énergie. Je ne veux plus gaspiller mon énergie pour des sentiments négatifs. Je veux avancer, construire, créer ma propre vie. J'ai écrit pendant 1 heure, remplissant page après page de mes réflexions, de mes espoirs, de mes craintes aussi. L'écriture avait toujours été mon refuge, ma façon de mettre de l'ordre dans mon chaos intérieur. Pendant mes études de lettres, j'avais rêvé de devenir écrivain. Puis la dépression était venue, et avec elle, le silence des mots. Cette nuit-là, pourtant, les mots sont revenus, comme de vieux amis fidèles qui attendaient patiemment que je les rappelle à moi. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main me fasse mal, jusqu'à ce que mes yeux se ferment de fatigue. Puis je me suis endormie d'un sommeil profond, sans rêve, le premier véritable repos depuis mon départ. Les semaines suivantes ont établi un nouveau rythme dans ma vie. Du lundi au vendredi, je travaillais au bistrot des Puces, jonglant entre les commandes, les clients et les tâches quotidiennes. Gérard s'était même mis à me confier la préparation de certains plats simples, des croque-monsieur, des salades, des planches de charcuterie. Il disait que j'avais des mains intelligentes, ce qui, venant de lui, était un compliment rare. Les samedis, je prenais le RER jusqu'à Montmartre pour voir Nathan et ma mère. Ces visites étaient à la fois douces et amères, le plaisir de voir le petit garçon s'épanouir et s'attacher à moi, mais aussi la tension persistante avec ma mère. Nous avions établi une trêve fragile, évitant les sujets sensibles, nous concentrant sur l'essentiel, le bien-être de Nathan. Émilie donnait rarement de ses nouvelles, se contentant de SMS laconiques promettant son retour bientôt. Ma mère, qui avait d'abord défendu farouchement sa fille aînée, commençait à exprimer sa déception, son incompréhension face à cet abandon. Je gardais mes pensées pour moi, refusant d'alimenter sa rancœur. Nathan avait besoin de stabilité, pas de se retrouver au milieu d'une guerre entre adultes. Chaque soir, je consacrais 1 heure à l'écriture. Ce qui avait commencé comme un journal intime se transformait peu à peu en quelque chose de plus ambitieux, le récit d'un jeune homme cherchant sa place dans un monde qui ne lui avait pas fait de cadeau. Était-ce autobiographique ? Bien sûr. Mais c'était aussi plus que ça. C'était ma façon de transformer la douleur en quelque chose de beau, d'utile, de significatif. Un dimanche matin, profitant de ma journée de congé, je me suis installée à une terrasse de café près du canal Saint-Martin. L'eau miroitait sous le soleil de juillet, des couples se promenaient main dans la main, des familles pique-niquaient sur les berges. J'observais ce spectacle avec un détachement bienveillant, me sentant à la fois partie prenante et spectateur de cette vie qui pulsait autour de moi. C'est là, entre un café noir et un croissant, que j'ai pris une décision qui allait changer ma trajectoire: je retournerai à l'université. Pas à temps plein, je ne pouvais pas me le permettre, mais à distance, en cours du soir. Je terminerai cette licence de lettres modernes que j'avais abandonnée. Non pas pour faire plaisir à ma mère ou pour correspondre à une image sociale, mais pour moi-même, parce que les mots et les histoires étaient mon oxygène. En rentrant à Saint-Ouen, j'ai croisé Gérard qui bricolait la devanture du bistrot. Je lui ai parlé de mon projet. Il a hoché la tête, l'air de réfléchir. Si tu as besoin d'aménager tes horaires, on peut s'arranger, a-t-il proposé, me surprenant par sa générosité inattendue. Les études, c'est important. Mon fils aussi a repris les siennes après avoir travaillé quelques années. Maintenant il est ingénieur à Nantes. La comparaison avec son fils, contrairement à celle de ma mère, ne contenait aucun reproche, aucune pression. C'était simplement un encouragement, une main tendue. Merci, Gérard. Ça compte beaucoup pour moi. Bah, c'est normal, a-t-il grogné, embarrassé par ma gratitude. Et tu es un bon gars, Thomas. Tu mérites qu'on te donne ta chance. Ces mots simples m'ont touché plus profondément que n'importe quel discours. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vraiment reconnue, non pas pour ce que j'aurais dû être ou pour ce qu'on attendait de moi, mais pour ce que j'étais réellement. Le samedi suivant, quand je suis arrivée à l'appartement de ma mère, j'ai trouvé Nathan en larmes. Émilie avait appelé pour dire qu'elle ne reviendrait pas avant plusieurs mois. Elle partait en Espagne avec son nouveau compagnon et les 2 aînés. Ma mère était effondrée, oscillant entre colère et désespoir. Comment peut-elle abandonner son enfant comme ça, répétait-elle, incrédule. J'ai pris Nathan dans mes bras,
essayant de le consoler. Il s'est accroché à moi comme à une bouée de sauvetage, son petit corps secoué de sanglots. À cet instant, j'ai compris que ce n'était plus seulement une question de week-end ou de visites occasionnelles. Ce petit garçon avait besoin d'une présence constante, d'une stabilité que ma mère, seule et vieillissante, ne pouvait pas lui offrir. Je vais revenir, ai-je dit, la décision se formant au moment même où je prononçais ces mots. Pas pour vivre ici, mais pour être plus présent. Je pourrais prendre Nathan quelques jours par semaine, te soulager un peu. Ma mère m'a regardé, les yeux remplis d'un mélange de soulagement et de gratitude. Mais aussi d'autres choses, du respect, peut-être? La reconnaissance que j'étais maintenant un homme capable de prendre des décisions, d'assumer des responsabilités. Tu ferais ça? Malgré tout ce que je t'ai fait? Je ne le fais pas pour toi, ai-je répondu honnêtement. Je le fais pour Nathan. Et pour moi aussi, d'une certaine façon. Ce soir-là, en rentrant à Saint-Ouen, j'ai longuement discuté avec Gérard. Je lui ai expliqué la situation, mon désir d'être présent pour mon neveu, mes projets d'études. Loin de me décourager, il m'a proposé une solution qui m'a laissé sans voix. L'appartement à côté du bistrot va se libérer le mois prochain. C'est petit, une chambre, un salon-cuisine, une salle de bain, mais c'est suffisant pour deux. Le loyer est raisonnable. Tu pourrais y habiter avec ton neveu les jours où tu t'en occupes. J'ai été submergée par l'émotion. Cet homme bourru, que je connaissais depuis si peu de temps, m'offrait une chance que ma propre famille ne m'avait jamais donné, la possibilité de construire quelque chose de stable, de durable. Je ne sais pas quoi dire, Gérard. Alors ne dis rien. Réfléchis, c'est tout. L'offre est valable quand tu veux. C'est ainsi que ma vie a pris un nouveau tournant, inattendu mais prometteur. J'ai commencé à partager mon temps entre Saint-Ouen et Montmartre, entre mon travail au bistrot et mes nouvelles responsabilités envers Nathan. J'ai repris mes études en septembre, les cours du soir s'intégrant parfaitement dans mon emploi du temps remanié. Et j'ai continué à écrire, chaque jour, sans faute. Ma relation avec ma mère s'est lentement transformée. Nous ne serons jamais proches comme certaines mères et fils le sont, nos blessures sont trop profondes pour cela. Mais nous avons trouvé une forme de respect mutuel, une façon de coexister sans nous détruire. Elle a même commencé à montrer un intérêt pour mes écrits, me demandant parfois de lui lire des passages. Quant à Nathan, il s'est épanoui malgré l'absence de sa mère. Entre sa grand-mère et moi, il a trouvé un équilibre, une sécurité. Parfois, quand je le regarde jouer dans le petit appartement que Gérard m'a loué, je me dis que la vie a une étrange façon de tourner. Ce qui avait commencé comme une expulsion brutale s'est transformé en une libération, une renaissance. La liberté, j'ai fini par comprendre, ne réside pas dans l'absence de contraintes ou de responsabilités. Elle est dans la possibilité de choisir ses combats, ses attachements, ses priorités. De se choisir soi-même, encore et encore, chaque jour. D'être fidèle à sa propre vérité, même quand elle ne correspond pas aux attentes des autres. Et peut-être est-ce là la plus belle leçon que j'ai apprise dans cette épreuve, nous ne sommes pas définis par les jugements que les autres portent sur nous-mêmes, ceux que nous aimons, mais par les choix que nous faisons quand nous sommes mis au défi. Par notre capacité à nous relever, à avancer, à créer du sens même au milieu du chaos. Chaque soir, avant de m'endormir, j'écris dans mon journal. Non plus seulement pour exorciser mes démons, mais pour célébrer mes victoires, petites et grandes. Pour me rappeler que je suis plus fort que je ne le croyais, plus résilient, plus capable d'amour aussi. Et chaque matin, je me réveille avec cette certitude tranquille, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je saurai y faire face. Non pas parce que je suis extraordinaire, mais parce que j'ai appris à me faire confiance, à écouter ma voix intérieure plutôt que les échos des critiques passées. C'est peut-être ça, finalement, devenir adulte, non pas atteindre une quelconque perfection ou répondre aux attentes de la société, mais accepter ses failles, ses limites, et décider malgré tout de vivre pleinement, authentiquement, courageusement. Jour après jour, choix après choix, mot après mot.